Vous avez l'impression de marcher sur des œufs et de perdre de vue qui vous êtes vraiment? Découvrez comment briser les chaînes de l'abus narcissique et retrouver enfin votre identité, votre liberté et votre paix intérieure. Bonjour, je suis Eric Holt et vous écoutez Abus narcissique et codépendance. Un guide complet pour se reconstruire face au gaslighting et au narcissisme avec des stratégies pour identifier, désamorcer et gérer les relations narcissiques et abusives. Mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Sur Facebook, j'ai vu de nombreuses publications de personnes cédant à l'exploitation d'autrui. Les exemples incluent le fait de rester dans des relations toxiques par culpabilité d'être perçu comme sans cœur, de prêter de l'argent qui n'est jamais remboursé, ou de rendre service à autrui sans en retirer de réels bénéfices. La codépendance est une danse intime entre les codépendants et les personnalités narcissiques. Permettez-moi de partager ma blague préférée sur la codépendance pour mieux illustrer ce concept. Deux codépendants ont une relation sexuelle. Dans l'euphorie d'après, l'un demande à l'autre: « Eh bien, c'était bien pour toi, comment était-ce pour moi ?» Les codépendants n'ont pas de relation positive avec eux-mêmes. Ils choisissent souvent les besoins des autres avant les leurs. Ce n'est pas sain. De leur côté, les narcissiques entretiennent également une relation malsaine avec eux-mêmes. Ils placent leurs propres intérêts en priorité. Ils exploitent les autres et les relations à des fins personnelles, sans regret ni remords. Ils ne reconnaissent pas leur part de responsabilité dans les erreurs et rejettent systématiquement la faute sur autrui. Il est facile de comprendre comment les codépendants et les narcissiques peuvent s'enchevêtrer. Cela ressemble à deux pièces de puzzle qui s'emboîtent. L'un devient une cible facile pour l'autre. Mais la relation va plus loin. On découvre que cette dynamique a des racines familiales. Vous avez plus de chances de développer une codépendance ou des tendances narcissiques si vous avez un parent narcissique, et encore plus si vous en avez deux. Le rétablissement après une codépendance permet à une personne de commencer à poser des limites et à défier le narcissique. Il est extrêmement difficile pour tout être humain d'imaginer une personne totalement dépourvue d'empathie ou incapable d'apprendre de ses erreurs. L'erreur principale du codépendant est de supposer le meilleur chez son partenaire narcissique, car il lui est difficile d'imaginer qu'on puisse être à ce point dénué de compassion et d'égoïsme. Ainsi commence la dynamique. La bonne nouvelle pour le codépendant, c'est qu'une guérison est possible dès lors qu'il comprend pleinement à quel point le narcissique manque de compassion, une qualité qui définit l'humanité. Les codépendants peuvent progresser efficacement avec un thérapeute car ils sont disposés à endosser la responsabilité des problèmes. Les narcissiques, eux, non. Ils sont pathologiquement incapables de changer, enfermés dans un univers où ils ne se sentent jamais responsables. Comment une personne peut-elle changer si elle ne reconnaît même pas qu'elle a un problème? Ce livre a pour but d'offrir des pistes de réflexion et des techniques utiles pour vous aider à vous remettre du gaslighting et des abus narcissiques, avec des stratégies pour détecter, désamorcer et gérer les relations narcissiques et abusives. Si vous êtes prêt à entamer votre chemin de guérison avec un accompagnement personnalisé, ce livre peut vous y aider. Chapitre 1. Comprendre les abus narcissiques et la codépendance. Les termes codépendance et narcissisme nous sont familiers à beaucoup d'entre nous. La codépendance désigne une situation dans laquelle deux personnes sont enfermées dans une vie commune où elles dépendent de l'une de l'autre tout en souffrant de détresse émotionnelle. Un partenaire narcissique, quant à lui, est centré sur lui-même, arrogant et dépourvu d'empathie envers son ou sa partenaire. Dans ce chapitre, nous allons explorer plus en profondeur les abus narcissiques. Nous examinerons également la codépendance qui constitue un complément naturel à ce type d'abus. Qu'est-ce que l'abus narcissique? L'abus narcissique est une forme de maltraitance émotionnelle dans laquelle l'agresseur ne se soucie que de lui-même et peut exploiter les actions et les paroles de son partenaire afin de contrôler son humeur et son comportement. Les effets de ce type d'abus peuvent varier en fonction de la durée pendant laquelle une personne supporte une telle relation. Les conséquences peuvent être mineures ou graves, et si certains survivants parviennent à se reconstruire, d'autres peuvent en garder des séquelles durables.
Les narcissiques projettent souvent leurs émotions sur autrui, car ces émotions sont source de souffrance pour eux. Ils ont peut-être grandi avec des figures parentales narcissiques, subi des abus ou traversé des expériences traumatisantes ayant marqué leur enfance. Toutefois, cela ne justifie en aucun cas les abus mentaux ou physiques qu'ils infligent à leurs victimes. Signe d'un abus narcissique. Qu'elle soit platonique, familiale ou romantique, la relation marquée par un abus narcissique se manifeste de diverses manières. Pour établir ou maintenir leur emprise sur une relation ou un mariage, les narcissiques utilisent différentes stratégies visant à briser le sens de la réalité et la confiance en soi de leur partenaire. Ils peuvent vous faire douter de votre santé mentale, ce qui vous pousse à éviter de chercher du soutien auprès de vos proches. Un narcissique peut abuser de quelqu'un sexuellement, émotionnellement, mentalement, physiquement, financièrement ou autrement. Voici 25 indicateurs d'un abus narcissique. Gaslighting. Le gaslighting narcissique consiste à manipuler intentionnellement quelqu'un pour qu'il doute de sa perception de la réalité ou se croit atteint de troubles mentaux. Les narcissiques y parviennent en utilisant un langage ciblé et spécifique. Vous ne vous sentez plus comme la personne que vous étiez. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites est mal. Vous vous croyez toujours fautif quand quelque chose ne va pas. Vous avez perdu confiance en vous et êtes plus anxieux qu'avant. Vous vous demandez souvent si vous êtes trop sensible. Vous doutez de la justesse de vos réactions. Vous vous excusez fréquemment et vous ressentez que quelque chose cloche sans pouvoir l'identifier. Abus verbal et émotionnel. Un narcissique use fréquemment de maltraitance émotionnelle ou verbale pour garder le contrôle et vous déstabiliser. Il s'agit d'un comportement visant à vous blesser, comme le mensonge, les menaces ou les insultes. Les noms d'oiseaux et les propos humiliants sont typiques de l'abus verbal. Projection. La projection narcissique consiste à attribuer ses propres fautes à la victime au lieu d'en assumer la responsabilité. Par exemple, l'abuseur accuse son partenaire d'avoir menti alors qu'il est lui-même en tort. C'est ce qu'on appelle le DARVO, Deny, Attack, Reverse Victim and Offender, nier, attaquer, inverser victime et agresseur. Cela sème la confusion. Isolement des proches. Les narcissiques favorisent la dépendance en vous coupant de vos amis et de votre famille. En vous isolant de votre réseau de soutien, ils renforcent leur emprise. Ils peuvent dire qu'ils n'aiment pas vos proches, se plaindre du temps que vous passez avec eux ou critiquer leur comportement pour influencer vos sentiments. Menaces de violence physique. La colère est fréquente chez les narcissiques, bien qu'elle ne se traduise pas toujours par une agression physique. Ils peuvent vous menacer pour vous empêcher de partir ou de voir vos proches, utilisant la peur pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu vas le regretter si tu pars, ou je te frappe si tu sors avec tes amis ce soir. Critiques et insultes régulières. Pour asseoir leur pouvoir, les narcissiques cherchent à vous rendre dépendant d'eux. Ils vous rabaissent pour se sentir supérieurs. Ils ne supportent pas d'avoir tort et doivent dominer pour éviter d'avoir l'air stupide. Autocensure. Dans une relation avec un narcissique, vous êtes souvent obligé de marcher sur des œufs pour éviter de déclencher une réaction de colère. Cela peut vous amener à vous autocensurer, à taire vos pensées et émotions pour apaiser le narcissique. Cette censure vous rend impuissant, renforçant son emprise. Crainte de leur réaction. La peur d'une crise de rage, de blessure ou d'humiliation publique vous pousse à anticiper leur colère. L'imprévisibilité du narcissique accroît votre anxiété. Ce jeu les amuse, car il leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent. Recherche stratégique d'approbation. Contrairement à ce qu'on pense, les narcissiques peuvent chercher à plaire stratégiquement. Ils le font pour se valoriser, briller en société ou réduire leur honte tout en gonflant leur ego. Antécédents d'abus. L'abus et le narcissisme sont rarement des événements isolés. Les deux parties peuvent avoir un passé d'abus. Les victimes ignorent les signaux d'alerte, tandis que les narcissiques les exploitent. Ils reproduisent parfois des comportements appris dans l'enfance.
Manque d'empathie. L'échec des relations narcissiques vient souvent de l'incapacité à ressentir ou exprimer de l'empathie. Dans une relation saine, chaque partenaire prend soin de l'autre. Le partenaire non narcissique se sent négligé, mal aimé, voire seul. Justification de leur comportement négatif. Les narcissiques justifient leurs actes blessants et refusent d'en porter la responsabilité. Leur victime finit souvent par rationaliser leur comportement. Il est juste stressé, ou tu ne le connais pas comme moi. Compétition constante. Un narcissique veut toujours être le meilleur et avoir raison. Il ne vous valorisera pas mais cherchera à vous rabaisser pour nourrir son ego. Bombardement amoureux, love bombing. Le love bombing est une stratégie de séduction excessive visant à manipuler. Cela crée de la confusion. Le narcissique utilise cette méthode pour faire de vous sa source d'approvisionnement affectif. Il peut se montrer envahissant, vous pousser à vous engager rapidement. Violation de la vie privée. Le narcissique veut tout contrôler, vos déplacements, vos fréquentations, votre emploi du temps. Il exige vos mots de passe, fouille vos messages pour garder l'ascendant. Attitude hautaine et méprisante. Le narcissique, convaincu de sa supériorité, laisse peu de place aux autres. Cela crée une relation déséquilibrée où vous vous sentez ignoré, rabaissé, isolé. Instillation de la méfiance. Le narcissique s'attaque à votre réseau de soutien en critiquant subtilement vos proches, puis de façon plus virulente. Vous finissez par croire que ces derniers ne vous veulent pas du bien. Sentiment d'être tout-puissant. Le narcissique se croit spécial et mérite un traitement privilégié. Si vous ne cédez pas à ses exigences, il vous punit par le silence, des moqueries ou des violences. Comportement possessif. Les narcissiques manipulent vos émotions. En plus du gaslighting, ils font des promesses sans suite, du chantage affectif. Vous vous sentez confus, faible, anxieux, honteux. Vous pouvez être amené à rester chez vous, manquer le travail, avoir des rapports sexuels ou donner de l'argent. Victimisation. Quand tout échoue, le narcissique joue la victime pour susciter la sympathie. Bien qu'ils soient souvent dominants, une étude de 2020 montre qu'ils adoptent fréquemment une posture victimaire. Cela détourne la responsabilité. Volonté de contrôle. Le contrôle commence subtilement, puis il s'intensifie. Surveillez vos déplacements, vos contacts, vos choix. Plus il contrôle, plus il obtient ce qu'il veut. Technique du hoovering. Le hoovering de to hoover, aspirer, est une tactique visant à vous aspirer à nouveau dans la relation après un silence. Il vous flatte, se rapproche, vous rassure. Dès que vous vous relâchez, les abus recommencent. Monopolisation de la parole. Le narcissique aime se mettre en avant, quitte à mentir ou exagérer. Vos réussites l'irritent, il vous interrompt, minimise vos succès, ment à votre sujet. Manque de respect des limites. Un narcissique franchit systématiquement vos limites, rythme de vie, besoins, espace. Il ignore vos règles pour mieux dominer et créer une dépendance. Exploitation. Pour le narcissique, les autres sont là pour satisfaire ses besoins. Sans remords, il profite d'autrui. Il ignore les conséquences de ses actes, ce qui laisse les victimes rejetées et brisées. La codépendance, un terrain idéal pour les abus narcissiques. La codépendance n'étant pas répertoriée dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, DSM-5, elle est difficile à définir et n'est pas considérée comme un trouble de santé mentale en soi. La codépendance est un schéma comportemental déclenché par le stress qui détermine la manière dont une personne interagit avec les autres et comment elle leur permet d'influencer ses décisions. Le ou la codépendant, eux, est obsédé par l'autre et tente de la contrôler. La codépendance ne se limite pas aux relations de couple. Les blessures codépendantes affectent profondément notre santé mentale et notre développement personnel. Ne vous y trompez pas, ce n'est en rien de notre faute.
La codépendance est une stratégie de survie qui nous a permis de surmonter une enfance marquée par un environnement familial dysfonctionnel. Mais cette adaptation s'est faite au prix de notre authenticité, de notre créativité et de notre qualité de vie future. Qui sont les codépendants? Certains pensent à tort que la codépendance ne touche que les personnes faibles, malgré les critères évoqués précédemment. C'est complètement faux. Tout le monde peut développer des tendances codépendantes, surtout lorsqu'on a été négligé ou maltraité durant l'enfance. Le terme codépendant était à l'origine utilisé pour désigner les personnes qui éteignent les incendies, au sens figuré, et empêchent les autres de découvrir les comportements destructeurs d'un proche, comme l'alcoolisme. En résumé, un codépendant soutient les comportements néfastes d'un autre. La codépendance est parfois qualifiée de dépendance relationnelle, car elle affecte la capacité d'une personne à entretenir une relation épanouie et équilibrée, à cause de schémas émotionnels et comportementaux. L'attirance entre les narcissiques et les codépendants peut sembler séduisante, mais elle s'avère souvent nocive. Ne perdez pas espoir, il est possible de se protéger. Les personnes présentant des traits codépendants et narcissiques sont souvent attirées les unes par les autres. Un individu narcissique peut, au départ, paraître séduisant en raison de son charisme et de sa confiance en lui. Quant au codépendant, il peut se montrer compatissant, généreux et posséder d'autres qualités appréciables. Ce duo peut fonctionner pour plusieurs raisons, notamment le besoin ressenti par chacun d'être nécessaire à l'autre. Les codépendants ont tendance à toujours donner, tandis que les narcissiques préfèrent recevoir. Bien qu'ils partagent certains traits, leurs différences peuvent rendre la relation toxique ou douloureuse. Une relation peut devenir déséquilibrée si vous réalisez que vous avez des tendances codépendantes, tandis que la personne que vous aimez présente des traits narcissiques. Toutefois, instaurer des limites et consulter un professionnel peuvent permettre de résoudre ces problèmes, voire de les prévenir. Pratiquer la pleine conscience est la première étape pour améliorer la relation que vous entretenez avec vous-même et avec ceux que vous aimez. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 2. L'impact des abus narcissiques sur le soi. Les victimes du syndrome d'abus narcissique peuvent présenter des symptômes d'abus verbaux, émotionnels, physiques, psychologiques et domestiques. Les victimes de relations abusives subissent des dommages émotionnels et parfois physiques. Les violences psychologiques peuvent inclure le sabotage, les campagnes de diffamation, la résistance passive et diverses formes de pression et de contrôle. Un trouble de stress post-traumatique, TSPT, peut se développer en raison d'abus prolongés, en particulier chez les victimes ayant déjà subi un traumatisme. Les abus narcissiques peuvent aussi laisser les victimes avec des émotions écrasantes d'impuissance, un sentiment persistant d'humiliation et des flashbacks traumatiques. Comme les narcissiques sont des manipulateurs habiles capables de déformer la réalité à leur avantage, il peut être difficile d'identifier ou de nommer ce que l'on vit lorsqu'on est encore pris dans un cycle d'abus narcissiques. La dissociation est un état dans lequel les victimes se sentent émotionnellement ou physiquement coupées de leur environnement. Leur mémoire et leur perception de la réalité en sont altérées. Pour apaiser un abuseur narcissique, les victimes peuvent mettre de côté leurs propres besoins. Le stress chronique causé par des abus émotionnels et psychologiques peut entraîner un affaiblissement du système immunitaire, un vieillissement prématuré, une prise de poids et d'autres problèmes de santé physique. Les victimes du syndrome d'abus narcissique peuvent aussi présenter des tendances à l'automutilation ou à des pensées suicidaires, en plus de la dépression et de l'anxiété liées à ce syndrome. Anxiété. De nombreuses victimes d'abus narcissiques vivent avec une anxiété quotidienne. Après une telle expérience, vous pourriez ressentir une inquiétude intense ou une peur dans vos relations avec de nouvelles personnes. En quittant une relation abusive, certaines personnes développent une anxiété de séparation,
se sentant perdues et terrifiées lorsqu'elles sont seules. Si vous avez été abusé par un narcissique et ressentez des symptômes comme des crises d'angoisse, des attaques de panique ou une hypervigilance, sachez que ces symptômes diminueront avec le temps, surtout si vous travaillez sur votre traumatisme avec un thérapeute. Dépression. Nombreux sont les survivants d'abus narcissiques qui sombrent dans la dépression. Après avoir été rabaissés pendant des mois ou des années, ils luttent contre des sentiments de nullité. Vous pourriez aussi vous isoler à la suite de manipulations et de gaslighting, ce qui peut aggraver les symptômes dépressifs. Stress post-traumatique. Vous souffrez probablement de symptômes du trouble de stress post-traumatique si vous avez été victime d'abus narcissiques. Votre esprit reste constamment en alerte face au danger. Ces expériences stressantes déclenchent la réaction de combat ou de fuite du corps. Tout élément associé à ces souvenirs peut provoquer une crise d'angoisse. Après avoir été victime d'un abus narcissique, vous pouvez ressentir le besoin d'être constamment sur vos gardes. Beaucoup disent qu'ils ne savaient jamais à quoi s'attendre de leur abuseur. Cette hypervigilance chronique rend difficile tout moment de détente. Vous pourriez également éviter des situations ou des activités qui vous rappellent l'abus. Cela peut impliquer d'éviter certains lieux ou certaines personnes. Perte de conscience et de valeur de soi. Il est possible que vous vous sentiez perdu. Les abus narcissiques, en tant que forme d'endoctrinement, peuvent vous faire perdre toute perception de votre propre valeur. Vous pourriez ne plus vous reconnaître. Il est fréquent que les victimes ne se reconnaissent plus dans le miroir, comme si leur reflet leur échappait. Vous pouvez aussi avoir du mal à faire confiance à vos amis proches et à votre famille, ou remettre constamment en question vos propres décisions. Il est courant de penser que vous ne méritez pas mieux, voire que vous êtes responsable des abus. Cela peut entraîner de la honte, vous empêchant de demander de l'aide. Même prendre des décisions simples peut devenir difficile. Vous pouvez vous sentir dépassé ou incapable de faire un choix. Manque de pardon envers soi-même. Beaucoup de victimes d'abus narcissiques se sentent indignes ou pensent avoir mérité la violence subie. Quand une personne censée vous aimer inconditionnellement abuse de son pouvoir de façon aussi cruelle, vous pouvez croire qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en vous. Si vous avez une faible estime de vous-même, vous pourriez penser que vous auriez pu changer le comportement de l'abuseur. Il se peut aussi que vous perdiez de vue vos objectifs et aspirations. Cela arrive souvent si vous êtes toujours hanté par ce qui vous est arrivé. Vous pouvez avoir du mal à croire qu'il vous arrivera encore quelque chose de positif, votre estime de vous-même ayant été gravement atteinte. Symptômes physiques. Après un abus narcissique, vous pouvez encore ressentir des douleurs physiques comme des maux de tête, des maux d'estomac ou des douleurs corporelles. Les troubles du sommeil sont aussi fréquents. Vous pouvez rester éveillé à cause des souvenirs douloureux ou faire des cauchemars récurrents. Troubles cognitifs. Il peut être difficile de se concentrer sur les tâches quotidiennes comme travailler ou regarder la télévision. Les souvenirs traumatisants rendent la concentration difficile. Vous pouvez souffrir de pertes de mémoire, surtout récentes. Cela est dû à une élévation des hormones de stress affectant la région hippocampique du cerveau. Fragilité émotionnelle. Les changements d'humeur brusques et l'irritabilité sont fréquents après un traumatisme comme un abus narcissique. À l'inverse, vous pourriez vous sentir vide ou comme un robot. Vous pouvez ressentir une dépersonnalisation avec l'impression que rien n'est réel. Il peut même vous arriver d'avoir envie de vous venger de votre agresseur. Mais cette hostilité alimente le cycle de stress et d'anxiété, nuisant à votre santé mentale. Effet sur les enfants. Les enfants exposés à des abus narcissiques peuvent développer des troubles mentaux comme le TSPT, des troubles anxieux ou la dépression. Ils peuvent développer des phobies liées à leurs souvenirs douloureux. Ils peuvent aussi ressentir de la colère envers vous ou le monde, se replier sur eux-mêmes ou souffrir d'un manque de confiance ou d'estime de soi. Piégés dans un cycle. Beaucoup de victimes restent piégées dans un cycle où l'abuseur maintient un contact, même après la fin de la relation. Ils peuvent se montrer charmants, stratégie connue sous le nom de hoovering, pour vous reconquérir, faire des menaces ou essayer de vous culpabiliser.
Les narcissiques utilisent ces tactiques pour garder leurs victimes enfermées dans le cycle d'abus. Problème de confiance. Après un abus narcissique, votre capacité à faire confiance peut être très altérée. Cela peut compliquer la création de nouvelles relations. Cela peut également provoquer d'autres troubles comme l'anxiété sociale. Vous pouvez suspecter que les autres cherchent à vous manipuler ou être excessivement sensibles à la critique par peur d'une nouvelle trahison. La méfiance peut affecter tous les aspects de votre vie. Amitié, relations professionnelles et même la famille. Vous pourriez aussi souffrir d'un attachement insécure, vous amenant à craindre constamment l'abandon. Recherche d'approbation. Vous pouvez adopter une attitude de recherche constante d'approbation. Après avoir constamment marché sur des œufs, vous pourriez être trop conciliant pour éviter les conflits. Après un abus narcissique, il peut être difficile d'exprimer ses sentiments par peur d'être jugé. Il est probable que vous ayez réprimé vos émotions pour éviter les confrontations avec l'abuseur. Comportement autodestructeur. Les abus narcissiques peuvent mener à des comportements autodestructeurs. Certaines personnes se punissent elles-mêmes, pensant être responsables du traitement qu'elles ont subi. Vous pourriez développer des addictions comme l'alcool, le tabac, l'alimentation compulsive ou les achats excessifs. Ces comportements servent souvent à masquer une souffrance émotionnelle profonde. Reconstruire après une destruction émotionnelle. Les survivants de violences émotionnelles souffrent souvent de dépression, d'anxiété et de graves troubles de stress post-traumatique, TSPT, et le processus de guérison peut être entravé par un manque d'empathie ou un simple déni lorsque les victimes s'expriment. Peu importe ce que les autres essaient de vous faire croire, votre expérience est réelle. Vous méritez d'être entendu, et de guérir. Une grande question surgit souvent une fois qu'une relation émotionnellement abusive prend fin. Et maintenant, nous avons choisi d'élaborer une réponse. Après nos échanges avec des victimes de violences émotionnelles, nous avons formulé ce qui suit. Accordez-vous du temps. Dans une relation émotionnellement abusive, le temps lie souvent votre attention, votre affection et vos efforts à l'agresseur. Les abuseurs feront tout pour vous priver du temps, car le temps est un pouvoir. Sortir de cette relation peut souvent sembler plus effrayant que libérateur, ce qui est parfaitement normal. Cela peut se produire si vous étiez constamment interrogé, contrôlé ou manipulé sur le qui, quoi, quand, où, pourquoi de votre emploi du temps. Cela peut aussi arriver si vous n'étiez pas autorisé à voir un certain ami et qu'on vous disait que votre rêve de longue date était une perte de temps, entre autres choses. La vérité, c'est que votre agresseur voulait que vous croyiez que vous étiez impuissant, effrayé et seul, et que votre vie serait bien pire sans lui. Ce n'était jamais vrai. Vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez à faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, quand, où et comme vous le voulez, car c'est votre vie. Il n'y a aucune limite de temps pour guérir, même si les effets des abus peuvent limiter votre capacité à agir. Définissez vos soins personnels. Utilisez votre temps comme bon vous semble. Rejoignez ce club de slam poésie que vous avez toujours voulu intégrer. Adoptez l'animal que vous désirez depuis des années ou partez à l'autre bout du pays pour le travail de vos rêves. Redéfinissez vos limites. Fixer des limites est essentiel pour pratiquer l'amour, envers vous-même comme envers les autres. Vous pouvez établir des limites pour indiquer où commencent et s'arrêtent vos restrictions, quelles conditions s'appliquent dans les interactions avec autrui et quand des limites appropriées sont posées par une communication régulière qui exige responsabilité, empathie et compréhension de toutes les parties. Le pouvoir est à nouveau entre vos mains, même si cela ne semble pas encore être le cas. Il sera toujours là lorsque vous serez prêt à redessiner vos limites, car il ne disparaîtra pas. Le meilleur dans tout cela, toute l'attention est portée sur vous. Soyez bienveillant, envers vous-même. Ce que l'agresseur vous a fait était mal, vous ne l'avez jamais mérité. Votre énergie ne doit pas être gaspillée maintenant ou plus tard à vous demander si, d'une manière ou d'une autre,
Vous avez provoqué cela. Le pardon de soi est l'une des choses que vous méritez le plus. Les gens hésitent encore à faire confiance ou à aider les survivants, bien que la violence émotionnelle soit reconnue comme une forme de violence domestique. Aucune forme d'abus n'est jamais de votre faute. Peu importe qui était cette personne, peu importe comment elle est entrée dans votre vie, peu importe la durée de la relation, peu importe pourquoi vous êtes resté et rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez survécu. Vous vous en êtes sorti. Vous êtes libre. Vous avez réussi. Le pouvoir de la connaissance. Comprendre les abus et savoir quoi faire ensuite peut sembler difficile, voire totalement impossible les mauvais jours. Il est normal de ne pas savoir par où commencer, surtout après avoir été contraint et de percevoir le monde uniquement à travers le prisme de l'agresseur pendant une période plus ou moins longue. La thérapie peut aussi être une solution efficace pour beaucoup. Il peut exister des cours, conférences ou séminaires pertinents à suivre selon les ressources disponibles dans votre région. Des organisations locales, des communautés, des groupes de soutien et plus encore peuvent être trouvés rapidement en ligne. Internet peut être un allié précieux si les ressources sont difficiles d'accès ou si vous ne pouvez pas assister à des séances en présentiel. Des cours et des articles sont disponibles sur des sujets allant de la mise en place de limites saines aux stratégies de résolution de conflits. Les connaissances que vous y acquérez deviendront autant d'outils supplémentaires dans votre boîte à outils. Reprenez le contrôle de votre récit. Les personnes qui blessent émotionnellement racontent souvent des histoires sur leurs victimes afin de justifier leurs abus. Cela suppose que l'agresseur a toujours raison et que la victime n'a que peu de contrôle sur ce qu'elle dit ou fait, sauf pour soutenir le point de vue et les choix de l'abuseur. Les récits abusifs peuvent prendre de nombreuses formes. La personne victime peut être convaincue qu'elle ne peut pas vivre sans l'abuseur, qu'elle est abîmée d'une manière ou d'une autre, ou que personne d'autre ne l'aimera jamais, autant de mensonges que les abuseurs racontent. L'abuseur tente de modifier votre réalité en changeant la manière dont vous vous percevez. Une autre forme de manipulation mentale appelée gaslighting, ou illumination au gaz en français, terme technique signifiant la manipulation mentale visant à faire douter la victime de sa réalité. Recevoir un récit mensonger et néfaste sur soi-même de la part de quelqu'un que l'on aime ou en qui l'on a confiance peut créer des sentiments contradictoires extrêmement douloureux et avoir des effets durables. Les mensonges auxquels vous avez été exposé, pendant une relation émotionnellement abusive, peuvent encore affecter l'image que vous avez de vous-même. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre histoire une fois que l'abuseur est définitivement écarté. À travers votre cheminement personnel, vous pouvez éliminer les mensonges et manipulations de l'agresseur. Cela peut ressembler à un éveil, mais c'est aussi une étape émotionnellement éprouvante. Vous n'avez rien à faire que vous ne souhaitiez. Cela inclut le fait de partager votre expérience publiquement ou non. Reconstruire votre histoire est un processus très personnel. La direction que vous choisirez de lui donner vous appartient pleinement. Les effets de la violence émotionnelle sont difficiles à surmonter. C'est normal d'avoir l'impression de peiner, car vous vous remettez des effets de mois, d'années, voire de décennies d'abus. Vous avez été abusé, Béléam, et l'abus a cet effet. La guérison n'est pas un processus linéaire, mais elle peut prendre des mois, des années, voire des décennies. Chacun se rétablit à son propre rythme. À mesure que vous vous attaquez à chaque aspect de votre situation, votre parcours peut emprunter différentes voies, mais des ressources sont disponibles à chaque tournant. Rappelez-vous surtout que vous êtes aimé et que vous n'êtes pas seul. N'êtes pas. Chapitre 3. Identifier les relations narcissiques et abusives. Selon les experts, plusieurs facteurs sont responsables de la forte augmentation du nombre de personnes narcissiques que nous observons actuellement. Le mouvement en faveur de l'estime de soi a été mal interprété par de nombreux parents, qui ont cru qu'en complimentant leurs enfants, ils les aideraient à se sentir bien dans leur peau. Cependant, cette adoration injustifiée a engendré une génération de narcissiques qui attendent une attention constante portée à leur ego, quels que soient leurs actes ou leurs performances.
Les médias, en particulier les réseaux sociaux, sont également devenus des vecteurs majeurs du narcissisme. Il est courant de voir à la télévision réalité des personnes se comportant de manière inappropriée, réclamant de l'attention et posant avec ostentation devant la caméra. De plus, il n'est pas surprenant que l'usage excessif des réseaux sociaux soit lié au narcissisme, les selfies à répétition, la promotion de notre marque personnelle et l'idée que tout le monde s'intéresse à ce que nous faisons en permanence sont encouragés par ces plateformes. Le besoin de se mettre en valeur et la focalisation sur le matérialisme qui accorde plus d'importance à l'acquisition de biens qu'à l'établissement de relations humaines y contribuent également. Cela dit, le narcissisme se situe sur un continuum. Nous avons tous besoin d'un petit degré de narcissisme. Sans cela, nous ne prendrions pas soin de notre apparence avant de sortir de chez nous. Cependant, fréquenter quelqu'un dont le narcissisme est passé d'un niveau sain à un niveau pathologique peut rendre la relation insupportable. Les différents types de narcissisme. Les 9 caractéristiques qui composent le trouble de la personnalité narcissique, TPN, sont énumérées dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, le manuel utilisé par les thérapeutes pour diagnostiquer les troubles de la personnalité. D'autres ont distingué de nombreux sous-types narcissiques, bien que le DSM ne catégorise pas le TPN en sous-types, et par conséquent, ceux-ci ne sont pas des diagnostics officiels. Il peut être utile de les connaître afin de pouvoir les éviter si vous les identifiez chez un partenaire potentiel. Voici 14 types typiques de personnalité narcissique. Premier, narcissisme manifeste. Un narcissique manifeste est le stéréotype même du narcissique. Il agit de manière hautaine, exagère ses réussites et adopte des comportements destinés à impressionner les autres. Il se pense plus exceptionnel et plus méritant que les autres en raison de son ego surdimensionné. De plus, bien qu'il soit prompt à critiquer les faiblesses des autres, il est incapable de reconnaître ses propres défauts ou insuffisances. Un tempérament extraverti, utilisé pour attirer l'attention et élargir son public pour ses vantardises, est souvent associé au narcissisme manifeste. Ces narcissiques utilisent leur charisme et leur charme pour convaincre les autres de leur supériorité. Cependant, en raison de leur incapacité à faire preuve d'empathie, ces interactions restent superficielles et éphémères. Deuxième narcissisme caché. Même s'il présente une fragilité émotionnelle extrême, une jalousie persistante et une difficulté à accepter la critique, les narcissiques cachés, également appelés narcissiques vulnérables, donnent souvent une image réservée, dépréciative et anxieuse. Ils évaluent souvent leur bonheur, leur possession et leurs relations par comparaison avec celles des autres. En conséquence, ils passent souvent beaucoup de temps seuls et peuvent être plus enclins au suicide que d'autres personnes souffrant de TPN. Troisième, narcissisme hypervigilant. La nécessité d'être constamment sur ses gardes contre les menaces caractérise l'hypervigilance. Lorsqu'elle est combinée au narcissisme, cela donne une personne toujours à l'affût de la moindre critique ou insulte. Les narcissiques hypervigilants perçoivent des offenses ou des rejets dans les gestes apparemment innocents des autres. Toujours sur le qui-vive, ils ne peuvent jamais se détendre car ils scrutent sans cesse des signes possibles d'irrespect ou de dénigrement. Pour eux, les interactions sociales sont extrêmement pénibles. Bien qu'ils estiment mériter attention et reconnaissance, ils évitent les situations sociales par peur du rejet ou de l'abandon. Quatrième, narcissisme grandiose. Les narcissiques grandioses manifestent une arrogance marquée, un comportement prétentieux et un mépris du temps des autres. Bien que ces traits soient fréquents chez de nombreuses personnes souffrant de TPN, ils sont particulièrement exacerbés chez les narcissiques grandioses. Ils peuvent se montrer plus manipulateurs, dominateurs et extravertis que d'autres types. Ils se méfient souvent des experts et de leurs supérieurs, convaincus d'avoir des compétences et une intelligence supérieure. Ils recherchent surtout l'admiration, ce qui alimente des visions exagérées, voire délirantes, de leur importance, de leur rôle, de leur capacité ou de leur identité. On parle alors de délire de grandeur. Cinquième narcissisme exhibitionniste. Les narcissiques exhibitionnistes ont besoin d'être constamment au centre de l'attention ou perçus comme les vedettes du moment.
Prêts à tout pour capter les regards, ils s'entourent de personnes partageant leurs sensations de supériorité. Ils dictent souvent aux autres comment s'habiller, sourire ou agir. Ils veulent contrôler le scénario et tous les personnages. Ils sont convaincus que les autres les trouvent aussi extraordinaires qu'eux-mêmes. Ce sont les champions de l'interruption de photos, des invités surprises et des chasseurs d'attention. Sixième, narcissisme sexuel. Les narcissiques sexuels placent leurs désirs et leurs plaisirs sexuels au-dessus de tout. Ils manquent d'empathie pour leurs partenaires, surestimant leur valeur sexuelle, attendent des compliments constants sur leurs performances et se sentent en droit d'avoir des relations sexuelles quand et où ils le veulent. Les premiers rapports avec un narcissique sexuel sont souvent passionnés et romantiques, une stratégie pour séduire leur partenaire. Mais très vite, les rapports deviennent unilatéraux, transactionnels, voire hostiles. Malgré leur apparente valorisation de l'intimité physique et leur assurance sexuelle, ils présentent souvent un déficit d'intimité affective, éprouvant des difficultés à donner ou recevoir de la tendresse émotionnelle. Septième, narcissisme vindicatif. Les narcissiques vindicatifs sont extrêmement sensibles aux critiques, aux rejets, aux limites imposées et aux désaccords. Même s'ils ne le montrent pas toujours, ils prennent ces situations très personnellement et en sont profondément affectés. Ils peuvent ensuite attaquer ou terroriser la personne perçue comme responsable. La colère narcissique intense, le chantage, les commérages ou la destruction de la réputation sont des exemples de comportements vindicatifs. Même après des excuses ou la clarification d'un malentendu, ils restent figés dans leur perception négative de la personne concernée. Huitième, narcissisme malveillant. Le narcissisme malveillant est une appellation informelle désignant des personnes présentant à la fois des signes de TPN et de troubles de la personnalité antisociale. Cette combinaison se manifeste par de l'arrogance, un besoin de pouvoir et de reconnaissance, un manque d'empathie, une tendance à exploiter autrui et une volonté de blesser délibérément. Comparé aux narcissiques classiques, les narcissiques malveillants présentent généralement plus de troubles, de difficultés relationnelles et de mauvais résultats en thérapie. 9. Narcissisme antagoniste. Les personnes mêlant narcissisme et hostilité sont perçues comme particulièrement désagréables. Contrairement aux narcissiques plus charmeurs, ces individus montrent peu d'empathie et un mépris marqué pour les autres. Très sur la défensive, ils interprètent toujours le pire dans les paroles d'autrui et réagissent avec agressivité à la moindre offense réelle ou imaginaire. 10e. Narcissisme somatique. Les narcissiques somatiques font de leur supériorité, leur sentiment de légitimité et leur estime de soi sur leur corps et leur environnement physique. Ils expriment leur narcissisme à travers leur apparence physique et leur cadre de vie. Ils sont obsédés par leur apparence et critiquent celle des autres. Malgré leur assurance affichée concernant leur beauté, force ou forme physique, cela masque souvent une faible estime de soi. L'activité sexuelle peut renforcer leur sentiment de valeur, mais contrairement aux narcissiques sexuels, ils n'en dépendent pas totalement pour se sentir valorisés. 11. Narcissisme cérébral. Les narcissiques cérébraux tirent leur narcissisme de leur savoir, de leur culture et de leurs compétences. Ils font preuve d'égocentrisme intellectuel, se servent de l'intelligence des autres contre eux, se vantent de leurs connaissances, corrigent à l'excès et minimisent les capacités d'autrui. Ils donnent souvent l'impression d'être plus instruits qu'ils ne le sont vraiment, dans le but de masquer leurs insécurités et leur ignorance. 12. Narcissisme spirituel. Les narcissiques spirituels tirent leur valeur de leurs croyances religieuses et de leur capacité à manipuler ou contrôler les autres. Par la honte, la peur ou le gaslighting religieux, ils blessent ceux qu'ils prétendent guider. Ils injectent de la religion dans chaque conversation, critiquent la foi ou le manque de foi des autres et utilisent des textes sacrés pour justifier leurs propos, tout en ignorant les contradictions. Bien que tout le monde puisse tomber dans ce travers, ces narcissiques se retrouvent souvent dans des rôles d'autorité ou après une crise personnelle, utilisant la spiritualité comme échappatoire. 13. Narcissisme communautaire. Les narcissiques communautaires ont une image idéalisée d'eux-mêmes dans un contexte social.
Ils se voient comme les meilleurs auditeurs, aidants, communicants ou bienfaiteurs du monde et pensent avoir un potentiel extraordinaire. Pourtant, ils agissent de façon hypocrite, centrés avant tout sur leurs propres besoins. 14. Narcissisme sain. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe un narcissisme sain. Une bonne estime de soi basée sur la réalité est essentielle pour être un adulte épanoui et équilibré. Le narcissique sain sait reconnaître et satisfaire ses besoins sans culpabilité. Il peut partager ses réussites sans chercher à séduire ou manipuler. Il est résilient, confiant et possède des limites saines. Il n'utilise pas la séduction, la grandiloquence ou la manipulation pour attirer l'attention. Son authenticité et son respect des besoins d'autrui le rendent naturellement attirant. Comprendre les différents types de violence. Il est important de noter que la définition de la violence fait référence à un schéma de comportement répété, et non à un incident isolé. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons que la violence est un ensemble de comportements utilisés par un individu pour obtenir et maintenir le pouvoir et le contrôle sur un autre. Ces comportements peuvent prendre diverses formes. Lorsque l'on entend le mot violence, on pense immédiatement aux agressions physiques. Pourtant, la force physique n'est qu'une des formes que peut prendre le contrôle, et elle est à loin d'être la seule. Elle n'est pas nécessairement le premier choix d'un agresseur. Voici 6 formes de violence abordées dans cette section. Violence physique. Pour beaucoup, la violence évoque immédiatement des coups de poing, des gifles, des coups de pied, des étranglements, ou encore le fait de restreindre physiquement un partenaire contre son gré. D'autres comportements, comme envahir l'espace personnel de quelqu'un ou conduire de manière dangereuse, peuvent également rendre une personne physiquement en insécurité. Violence sexuelle. Bien que la violence sexuelle puisse faire partie de la violence physique, nous la traitons séparément car elle inclut des éléments à la fois physiques et non physiques. Cela comprend le viol et d'autres actes sexuels imposés, mais aussi l'utilisation du sexe comme moyen de pression ou de punition. Un partenaire abusif peut instrumentaliser la sexualité pour évaluer son partenaire et lui attribuer une valeur. Il ou elle pourra critiquer, dire que l'autre n'est pas à la hauteur ou, au contraire, prétendre que le sexe est la seule chose dans laquelle son partenaire excelle. Les émotions liées à la sexualité sont souvent lourdes de signification culturelle et affective, ce qui en fait un terrain particulièrement propice à l'exercice du pouvoir et du contrôle. Certaines personnes continuent de penser que le sexe est un droit dans une relation et ne le perçoivent pas comme faisant partie d'un schéma plus large de domination, notamment parce que le viol conjugal n'a été pénalisé dans tous les États américains qu'en 1993, une donnée peu connue en France mais qui souligne la gravité du problème. Violence, verbale, émotionnelle. Une victime raconte « Mon ex-mari m'a découpé lentement en morceaux avec des mots, comme des lames de verre, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de moi. » Elle explique qu'elle a fini par croire à ses mensonges, qu'elle était inutile, stupide, laide et que personne ne voudrait jamais d'elle. Elle ne pensait pas être victime de violence, car il ne l'avait jamais frappée. D'autres survivants ou APATS soulignent que les effets de la violence émotionnelle ou verbale sont plus difficiles à identifier et à prouver que ceux de la violence physique, qui sont souvent visibles pour les proches. Les blessures émotionnelles peuvent nécessiter encore plus de temps pour guérir. Violence mentale psychologique. Lorsqu'un partenaire sape progressivement la santé mentale et le bien-être de l'autre à travers des comportements ou des propos répétés, on parle de violence psychologique. Faire douter la victime de sa propre raison est une tactique fréquente. Certaines personnes nous ont raconté comment leur agresseur déplaçait délibérément un sac à main, un trousseau de clés, ou même, dans un cas, toute la voiture, éteignait les lumières ou niait complètement certains événements. Le résultat est que la victime perd confiance en son propre jugement, surtout sur la durée, souvent aggravé par l'isolement imposé par l'agresseur. Une membre de notre groupe de soutien confiait « Je n'étais pas certaine que quelqu'un me croirait un jour, car il m'avait traité de folle tellement de fois. » Violence financière économique.
Puisque la violence repose sur le contrôle et le pouvoir, l'argent devient souvent un outil pour exercer cette domination. Ce type de violence est souvent l'un des principaux obstacles qui empêchent les victimes de quitter une relation abusive. Cela peut inclure le fait de contrôler tout le budget du foyer, d'interdire à la victime l'accès au compte bancaire ou à l'argent liquide, d'ouvrir des cartes de crédit et d'accumuler des dettes à son nom, ou encore de l'empêcher de travailler et de gagner son propre revenu. Beaucoup de survivants que nous accompagnons rencontrent des problèmes de crédit en raison de ces pratiques abusives. Un historique de crédit détérioré peut nuire à l'obtention d'un logement, d'un emploi, d'un prêt automobile ou d'autres éléments essentiels à l'autonomie. Nous travaillons avec ces personnes pour trouver des solutions, mais en attendant, les dispositifs publics tels que les aides financières, les tickets alimentaires ou la couverture santé peuvent constituer un soutien vital. Violence culturelle, identitaire. La violence culturelle survient lorsqu'un agresseur exploite l'identité culturelle unique de sa victime pour lui faire du mal ou la contrôler. Cela peut consister à l'empêcher de suivre les règles alimentaires ou vestimentaires de sa religion, menacer de révéler son orientation sexuelle à sa famille ou son entourage, utiliser des insultes racistes ou isoler quelqu'un qui ne parle pas la langue locale. Chapitre 4. Guérison et rétablissement après un abus narcissique. Il existe des difficultés dans une relation avec un narcissique, mais en raison des différentes étapes de l'abus narcissique, vous pouvez vous retrouver à tomber amoureuse de cette personne, puis être piégé dans la relation lorsque les choses commencent à se détériorer. Surmonter un abus narcissique peut être difficile. Il est donc courant de ressentir de la tristesse ou de l'incertitude au moment de décider de mettre fin à une relation. Découvrez ici les étapes du rétablissement après un abus narcissique afin de savoir à quoi vous attendre lorsque vous prendrez la décision de partir. Quel changement l'abus narcissique provoque-t-il dans votre cerveau? Il est essentiel de comprendre que l'abus narcissique a des effets négatifs sur votre cerveau si vous souhaitez vous en remettre. Vous devez savoir comment le fait d'avoir été victime d'un abus narcissique peut modifier le fonctionnement de votre cerveau si vous voulez entamer un processus de guérison. Les recherches indiquent qu'après avoir subi un abus narcissique, la capacité de votre cerveau à traiter les émotions peut changer. Selon les études, les femmes ayant été victimes de violences dans une relation sont plus susceptibles de présenter des symptômes de troubles de stress post-traumatique, TSPT. Elles présentent également des modifications du cortex singulaire antérieur et de l'amygdale, deux régions du cerveau impliquées dans le traitement des émotions. Après avoir vécu une violence interpersonnelle, l'activité cérébrale est plus intense chez les femmes dans les zones associées aux émotions négatives et à la peur. Tout cela implique que vous pourriez vous sentir constamment tendu et sur le qui-vive pendant la période de rétablissement après un abus narcissique. Votre cerveau reste continuellement en éveil, scrutant l'environnement à la recherche de menaces. De plus, vous pourriez constater que vous avez du mal à gérer vos émotions et que vous êtes sujette à de fortes sautes d'humeur, notamment en cas de situation bouleversante. Tous ces éléments font partie intégrante du processus de guérison après un abus narcissique. Combien de temps dure le rétablissement après un abus narcissique? De nombreuses personnes se demandent combien de temps il faut pour se remettre d'une relation avec un narcissique, après avoir découvert les différentes étapes du processus de guérison. Il est impossible de donner une réponse précise à cette question, car chaque parcours est unique. Cela dépend des expériences personnelles de chacun, y compris la durée de la relation, le niveau de soutien dont on dispose, et les formes d'abus subies pendant la relation avec le narcissique. Une phase de rétablissement suit toute relation narcissique, et sa durée peut varier considérablement. C'est pourquoi il est important de vous préparer à consacrer du temps à explorer vos émotions et à avancer vers la vie que vous méritez. Même s'il existe différentes étapes de guérison après une relation narcissique, tout le monde ne les traversera pas de manière linéaire. Il est possible que, malgré vos progrès, vous reveniez en arrière à certains moments, par exemple lorsqu'une situation difficile ou un souvenir de la relation refait surface. Les étapes de guérison après un abus narcissique.
Bien que chaque parcours de guérison après un abus narcissique soit unique, des similitudes ont été observées, formant une séquence de 10 étapes courantes. Voici les 10 phases typiques du rétablissement après un abus narcissique. 1. Le déni, la première impression que quelque chose cloche. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles ont affaire à des narcissiques ou qu'elles subissent des abus de leur part. La première étape de leur processus de guérison consiste souvent en une impression persistante que quelque chose ne va pas dans leur relation. Après une dispute notamment, elles peuvent se sentir maltraitées ou avoir le sentiment que la relation est mauvaise ou toxique, même si elles prennent parfois conscience que les comportements du narcissique sont inacceptables ou nocifs, elles restent souvent dans le déni en trouvant des excuses. Par exemple, elles peuvent penser que la personne est simplement stressée ou passe une mauvaise journée, ou encore se rappeler des moments où cette personne leur a montré de l'amour ou de la gentillesse. Le déni est une phase fréquente au début de la guérison après un abus narcissique. Deuxième, l'apparition de soupçons, un choc mêlé de confusion. L'abus ou le narcissisme peut devenir si extrême qu'il devient pratiquement impossible pour la victime de maintenir son déni. Reconnaître que la personne est peut-être un narcissique ou qu'elle a subi des abus est une révélation difficile, souvent accompagnée de choc, de confusion et de dissonance cognitive. La dissonance cognitive se manifeste lorsqu'on sait qu'une situation est néfaste, mais qu'on a du mal à l'accepter. Cela provoque un conflit intérieur où l'on alterne entre blâmer le narcissique et se blâmer soi-même. Cette phase peut durer un certain temps avant d'aboutir à l'acceptation, marquant le passage à l'étape suivante. Troisième, l'identification. Reconnaître et nommer l'abus narcissique. Cette oscillation finit par céder la place à une acceptation. La personne en face est bel et bien un narcissique abusif veut. Cette prise de conscience peut survenir après avoir lu sur le sujet, s'être renseigné sur le narcissisme ou s'être confié à quelqu'un. Reconnaître et nommer l'abus est un tournant essentiel car il est presque impossible de revenir à l'état de déni après cela. Souvent, les victimes espèrent que le narcissique changera ou qu'il cessera ses comportements abusifs. Certaines tentent même de sauver la relation par la thérapie ou en sollicitant l'implication du narcissique. Ces efforts échouent généralement, ce qui conduit la personne à envisager une séparation. Quatrième, prendre ses distances, se séparer de l'agresseur. À terme, les victimes comprennent que l'agresseur ne changera pas ou ne le souhaite pas et qu'il leur revient d'avoir le courage de partir. Cela peut débuter par une séparation à l'essai, une pause, ou le fait de prendre de la distance en limitant les contacts. Cela déclenche souvent un cycle d'abus, de colère narcissique et de séduction pour regagner l'autre, aussi appelé love bombing. La nécessité de quitter définitivement la relation devient alors claire. Ce processus peut être douloureux, surtout lorsque des enfants, des biens ou des liens personnels entrent en jeu. Dans ces cas, il est courant que le narcissique devienne vindicatif, sabotant la victime, recourant à des procédures légales ou prenant des mesures de représailles. Cinquième, le deuil complexe, tourmente émotionnelle, colère, culpabilité et tristesse. Après la séparation, la victime peut entrer dans une phase de deuil complexe ou souffrir d'un trouble de stress post-traumatique complexe, TSPTC. Contrairement à un deuil classique, ce type de deuil implique un éventail d'émotions contradictoires, colère, culpabilité, désir, tristesse. Ces émotions compliquent le processus d'acceptation de la perte et rendent difficile la clôture émotionnelle. Les préoccupations persistantes quant aux représailles potentielles du narcissique peuvent aggraver ces sentiments. Dans certains cas, le narcissique coupe tout contact, discard, rendant encore plus difficile le processus de deuil. Garder ces distances avec un narcissique reste une tâche ardue, en raison de leur carence émotionnelle et sociale profonde. Sixième, éducation. Acquérir des connaissances et de l'aide pour reconnaître l'abus. L'éducation est une composante essentielle du rétablissement pour de nombreuses personnes ayant rompu les liens ou mis fin à une relation avec un narcissique abusif.
En apprenant davantage sur le narcissisme et les abus, à travers des livres d'auto-assistance, des groupes de soutien ou des publications en ligne, elles peuvent mieux comprendre leurs expériences. Grâce à ces recherches, beaucoup découvrent que d'autres survivants partagent des expériences similaires d'abus narcissiques. Cela peut être très réconfortant et aider les personnes en phase de guérison à trouver de l'aide et à mieux comprendre ce qu'elles ont vécu. En plus d'apporter un sentiment d'autonomisation aux victimes, cette approche peut les aider à progresser vers la prochaine phase de guérison et à parvenir à une forme de clôture émotionnelle. 7. Guérir les blessures de l'abus narcissique par les soins personnels. La prochaine étape du rétablissement après un abus narcissique consiste à découvrir des capacités, des ressources, des exutoires et des techniques de soins de soi qui contribuent à commencer la guérison des blessures profondes laissées par l'abus. Dans cette phase, les individus apprennent à se reconnecter à leurs émotions, désirs et besoins. Cela implique souvent de cultiver l'amour de soi, d'adopter de meilleures pratiques de soins personnels et de se placer en priorité. Les narcissiques ont souvent tendance à minimiser, ignorer ou violer les besoins, les envies et les émotions des autres, ce qui pousse leurs victimes à se déconnecter d'elles-mêmes. Reconnecter ces liens intérieurs et apprendre à reconnaître et à respecter leurs propres besoins à travers le soin de soi constitue l'objectif principal de cette étape de guérison. 8e, rétablissement, reprendre son indépendance et recommencer à zéro. Les individus à tendance narcissique sont tristement célèbres pour pousser et culpabiliser les autres afin qu'ils consacrent l'essentiel de leur temps et de leur énergie à satisfaire leurs besoins, tout en négligeant les leurs. De plus, ils utilisent fréquemment des méthodes abusives pour exercer un contrôle rigide sur les actions, les opinions, les déplacements et les relations sociales de leurs partenaires. De nombreuses personnes en couple avec un narcissique développent des comportements codépendants et passent leur vie à prendre soin des autres en s'oubliant elles-mêmes. C'est pourquoi il est crucial, pour quiconque se remet d'un abus narcissique, de se concentrer sur la création d'une nouvelle vie centrée sur ses propres besoins, valeurs et désirs. Cela peut par exemple signifier retourner aux études, changer de carrière ou encore poursuivre des passions et des rêves personnels. Pour beaucoup, cette phase inclut également la constitution d'un réseau de soutien basé sur des relations mutuellement bienveillantes. Cette étape est essentielle pour surmonter l'abus et cheminer vers une vie plus épanouissante, pleine d'espoir et de sens. 9e. Donner un sens à l'abus et y mettre un terme. À ce stade, la plupart des personnes estiment avoir guéri leurs traumatismes émotionnels. Elles ne sont plus hantées par le chagrin ou ne luttent plus quotidiennement contre les séquelles de l'abus. Atteindre ce stade peut suffire à certaines, tandis que d'autres ressentent le besoin d'aller plus loin. Le désir de tirer un sens de leur souffrance est souvent évoqué comme une phase supplémentaire de leur processus de guérison. Cela ne signifie pas qu'elles apprécient leur relation avec le narcissique, ni qu'elles se réjouissent d'avoir été blessées. Cela signifie qu'elles reconnaissent que certains aspects de cette expérience les ont renforcées, rendues plus sages, ou ont servi de catalyseur pour améliorer leur qualité de vie. Par exemple, nombreuses sont celles qui affirment que leur parcours de guérison leur a permis de mieux se connaître, d'établir des limites plus saines, ou encore de cultiver davantage l'amour de soi. 10. Transmettre, trouver des moyens de redonner ou d'aider les autres. Trouver des moyens de redonner en aidant d'autres victimes ou en utilisant leur expérience pour avoir un impact constitue la dernière étape du passage de victime à survivante, puis à épanouie. Après avoir surmonté un abus narcissique, certaines personnes lancent des blogs, des groupes de soutien ou d'autres initiatives destinées à accompagner et autonomiser d'autres victimes. D'autres choisissent des formes d'aide plus discrètes et personnelles. Par exemple, elles peuvent venir en aide à un ex-ami dans une relation abusive, enseigner à leurs enfants ce que sont des limites saines et des relations respectueuses, ou partager leur vécu avec des personnes traversant des situations similaires. Ces actions permettent de clore le chapitre de l'abus tout en avançant vers l'avenir. Moyen de se remettre d'un abus narcissique. En général, traverser les étapes de la guérison après un abus narcissique demande du temps, de la réflexion et du soutien.
Cependant, la première étape consiste à reconnaître l'abus. Il est également essentiel de se préparer aux réactions potentielles du narcissique et de s'assurer de disposer de stratégies de soins personnels. Peu importe la difficulté de la situation, il est toujours possible de guérir. Reconnaître l'abus. Il peut être difficile de reconnaître l'abus, mais en admettant ce qui s'est passé et en validant votre expérience, vous pouvez conserver une certaine objectivité. N'oubliez pas que les abuseurs peuvent passer d'un comportement brutalement cruel à une attitude incroyablement charmante. En public, ils affichent souvent une apparence bienveillante ou empathique. Pourtant, un comportement abusif implique une jalousie excessive, des moqueries, du contrôle, des accusations et de l'humiliation. Rompre avec la personne si ce n'est pas encore fait. Les relations abusives s'améliorent rarement, voire jamais d'elles-mêmes. Rompre avec un narcissique est souvent la meilleure décision pour retrouver son bien-être. En raison de leur nature, ils risquent de mal réagir. Ils peuvent vous supplier de revenir, faire de fausses promesses de changement, tenter de nuire à votre réputation ou émettre des menaces inventées concernant votre avenir. Fixez des limites claires et précises. Éviter tout contact avec votre abuseur est souvent la meilleure manière de tourner la page. Cette stratégie demande une grande maîtrise de soi, mais elle réduit également les possibilités de recontact et le risque de se faire manipuler pour revenir dans la relation. Si vous êtes obligé de rester en contact, par exemple en cas de coparentalité, essayez de définir des règles de communication strictes et précises. Plus vous respecterez ces limites, mieux vous vous protégerez de nouvelles turbulences. Réduire les représailles. Si votre abuseur tente sérieusement de vous nuire après votre rupture, résistez à l'envie de réagir. C'est souvent ce qu'il ou elle cherche. Entrer en dialogue alimente le conflit. À la place, efforcez-vous de rester neutre ou appliquez la méthode dite de la pierre grise, grey rock, si vous ne pouvez éviter ces stratégies. Si vous avez besoin de vous défouler, parlez-en à un inconnu sans lien avec le narcissique. Des amis communs pourraient lui rapporter vos propos ou être utilisés comme outil de triangulation. Cherchez de l'aide immédiate. Vous avez besoin de soutien, de réconfort et d'accompagnement, surtout si la relation vient de se terminer. Parlez à des proches de confiance ou envisagez de rejoindre un groupe de soutien pour les victimes de violences domestiques ou d'abus. Même si l'abus remonte à longtemps, il est toujours utile de demander de l'aide, il n'est jamais trop tard. Instaurer une routine fiable. La routine a un effet positif important sur le bien-être émotionnel. Même quand tout semble s'écrouler, un sentiment de prévisibilité vous aide à rester centré à. Engagez-vous à suivre une routine hebdomadaire ou quotidienne. Ce n'est pas grave si vous ne la respectez pas parfaitement. Avoir un cadre de référence peut vous aider à retrouver une sensation d'ordre. Se préparer au deuil. Toute perte peut engendrer de la douleur, même les pertes bénéfiques. Après avoir quitté une relation toxique ou douloureuse, de nombreuses personnes ressentent un profond chagrin. Ce deuil peut être difficile. Rappelez-vous que ces symptômes de deuil sont normaux et tendent à diminuer au fil du processus de guérison. Vous pouvez ressentir de l'engourdissement, des difficultés à faire confiance, un manque envers votre abuseur ou des problèmes à accomplir vos tâches quotidiennes. Exprimez ces émotions. Au début de la guérison, les émotions peuvent être très intenses. Ne les réprimez pas, reconnaissez-les et laissez-les s'exprimer. Si vous avez du mal à les verbaliser, essayez de passer par des moyens créatifs comme la musique, l'art ou l'écriture. Redécouvrir son identité. Beaucoup de personnes en relation avec un narcissique perdent leur identité. Une fois qu'elles prennent conscience de l'abus, elles peuvent se sentir vides ou ne plus savoir qui elles sont ni ce qu'elles aiment. Si c'est votre cas, concentrez-vous sur tous les aspects positifs de cette redécouverte de soi. Rédigez une bucket list ou une liste de 3 à 5 choses que vous aimeriez essayer le mois prochain pour vous inspirer. Améliorez vos soins personnels. Les soins personnels consistent à prendre soin de votre santé physique et émotionnelle. Dans sa forme la plus simple, cela signifie répondre à vos besoins fondamentaux.
Cela inclut aussi des efforts intentionnels pour améliorer l'estime de soi, le bonheur, les relations satisfaisantes et le sentiment de sens. Réfléchissez à des moyens d'enrichir vos rituels quotidiens de soins de soi. Faire preuve de bienveillance envers soi-même. Tout le monde peut subir un abus narcissique. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu. Vous blâmer ne fait qu'entraver votre progression. Essayez quand vous le pouvez de vous traiter avec douceur et compassion. Des recherches montrent que se pardonner améliore la santé émotionnelle, les relations et l'état d'esprit. Réfléchir avant de recommencer à sortir avec quelqu'un. Si votre abuseur était un partenaire amoureux, évitez de chercher immédiatement une nouvelle relation. Vous avez besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé et redéfinir qui vous êtes. Vous êtes peut-être vulnérable pour le moment, ce qui vous expose davantage à d'autres personnes toxiques. Concentrez-vous plutôt sur votre relation avec vous-même. Reconnectez-vous avec ceux qui peuvent vous aimer et vous soutenir pendant ce deuil. Prendre des mesures de sécurité sur les réseaux sociaux. Le harcèlement en ligne est un problème croissant avec l'augmentation des connexions numériques. Si ce n'est pas encore fait, supprimez et bloquez le narcissique de toutes vos plateformes sociales. Créez des comptes privés et soyez particulièrement prudent quant aux informations personnelles que vous partagez. On ne peut jamais prévoir ce qu'un individu malveillant pourrait en faire. Mettre en place de nouvelles routines. Peut-être que vous déjeuniez ensemble chaque mercredi. Peut-être aussi passiez-vous Noël chez sa mère. Certains rituels peuvent raviver tristesse, colère ou nostalgie. Essayez d'anticiper ces situations et imaginez comment créer de nouvelles habitudes. Réfléchir à ce que vous avez appris. Il est facile de se concentrer uniquement sur les aspects destructeurs de l'abus narcissique. Et garder en tête toute cette négativité peut vous aider à éviter de revivre la même chose. Mais si ces pensées zapiches vous font vous sentir encore plus mal, souvenez-vous de ce que cette expérience vous a appris, de comment elle vous a fait grandir et gagner en perspective. Chapitre 5. Guérison et rétablissement de la codépendance et de ses origines. La codépendance consiste à reléguer ses propres besoins au second plan pour satisfaire ceux des autres. Une personne codépendante accorde une importance excessive aux autres. Des personnes comme des partenaires ou des proches prennent le dessus sur ses pensées et ses actions. La codépendance se manifeste souvent dans des relations toxiques et déséquilibrées. Une personne codépendante cherche fréquemment à protéger les autres contre eux-mêmes. Elle peut se blesser en essayant de guérir un partenaire abusif ou dépendant. La codépendance ne correspond pas aux critères d'un diagnostic de santé mentale, principalement parce que ces signes peuvent se retrouver dans de nombreuses situations. Néanmoins, elle peut entraîner une souffrance très intense. Une personne codépendante peut également souffrir d'autres troubles psychologiques, comme l'anxiété. Avec l'aide d'un thérapeute, il est possible d'éliminer les comportements codépendants et de construire des relations plus saines. À quoi ressemble la codépendance ? La codépendance est un terme psychologique qui désigne les comportements et attitudes d'un individu, plutôt que la relation dans son ensemble. Une personne codépendante fonde souvent son identité sur le fait d'être utile aux autres. Elle peut dépendre des autres pour valider sa propre valeur. Une personne codépendante peut réprimer ses désirs ou émotions dans le but d'obtenir cette approbation. Voici quelques signes courants de codépendance. Faible estime de soi. La codépendance peut entraîner des sentiments de nullité et d'humiliation. Une personne peut penser qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Les gens peuvent chercher à être valorisés par les autres s'ils ne se valorisent pas eux-mêmes. Même si la personne aidée ne montre aucune gratitude, le sentiment de besoin de l'autre peut procurer une forme de satisfaction psychologique. Limite floue. Les personnes codépendantes se sentent souvent obligées d'assurer le bonheur des autres. Elles peuvent avoir du mal à dire non ou à faire passer leurs besoins en priorité. Pour ne pas contrarier les autres, elles peuvent cacher leurs véritables émotions et pensées. Besoin de sauver les autres, les personnes codépendantes pensent parfois qu'il est de leur devoir de protéger leurs proches du danger. Si un proche commet une erreur, elles essaieront probablement de réparer les choses à sa place. Ce type de comportement peut empêcher l'autre de développer son autonomie ou d'apprendre de ses erreurs.
il peut aussi permettre à des situations d'abus ou de dépendance de persister. Négation de soi. Une personne codépendante place fréquemment les besoins des autres avant les siens. Elle peut ignorer ses propres besoins de repos, de réconfort ou de soins personnels. Lorsqu'elle exprime ses désirs, elle peut ressentir de la culpabilité ou de la peur. Les personnes codépendantes peuvent également se sentir anxieuses lorsque d'autres leur offrent du soutien. Perfectionnisme. Les personnes codépendantes se présentent souvent comme compétentes et autonomes. Elles assument fréquemment plus de responsabilités qu'elles ne peuvent en gérer. Elles peuvent se sentir insécurisées si elles font une erreur ou sont critiquées. Problème de contrôle, une personne codépendante peut associer sa propre valeur à celle des autres. Si un proche échoue, elle peut ressentir cela comme un échec personnel. Son désir d'améliorer la vie des autres peut alors se transformer en un comportement possessif ou dominateur. Toutes les personnes codépendantes ne présentent pas nécessairement tous ces signes, mais si plusieurs de ces caractéristiques sont réunies, il est possible qu'il y ait une dynamique de codépendance. Quelles sont les causes de la codépendance? La codépendance prend souvent racine dans l'enfance. Les enfants grandissent parfois dans des foyers où leurs émotions sont ignorées ou punies. Cette négligence émotionnelle peut engendrer un sentiment de culpabilité et une faible estime de soi. L'enfant peut en venir à croire que ses propres besoins n'ont pas d'importance. Dans de nombreux cas, un ou plusieurs parents ne remplissent pas leur rôle de tuteur. Cela peut être dû à une addiction, à des troubles psychologiques ou à d'autres problèmes. L'enfant se voit alors contraint d'assumer des responsabilités inadaptées à son âge. Par exemple, un jeune enfant peut apprendre à cuisiner si l'un de ses parents est trop ivre pour préparer le dîner, afin que la famille ne reste pas sans repas. La frontière entre l'enfant et l'adulte devient floue. Si les parents ne jouent pas leur rôle, l'enfant peut l'endosser à leur place, faire les devoirs de sa sœur, changer les couches de son frère, etc. Parfois, l'enfant doit aussi prendre soin de ses parents. Un parent victime de violences conjugales peut se confier à son enfant. Un parent narcissique peut attendre de son enfant qu'il le console et le flatte. Ce type de relation est souvent désigné par le terme fusion, enmeshment en anglais. Comme les enfants sont encore en développement, le fait de jouer le rôle d'adulte peut leur demander toute leur énergie. Ils peuvent être tellement absorbés par les responsabilités du foyer qu'ils en oublient leurs propres besoins. Offrir des soins peut leur procurer un sentiment de sécurité ou de contrôle. Ces comportements codépendants peuvent être essentiels à la survie de l'enfant, mais une fois adultes, ils deviennent inadaptés. La codépendance peut empêcher une personne d'établir des relations réellement stables avec les autres. Addiction et codépendance. La codépendance peut également se développer dans une relation marquée par une addiction. Le partenaire peut être dépendant à une substance, au jeu d'argent ou au shopping par exemple. La personne codépendante adopte alors un rôle de soignant, caretaker en anglais. Elle peut gérer les finances, les tâches ménagères, ou même intervenir en cas de problèmes extérieurs causés par l'addiction. Par exemple, si le partenaire alcoolique ne va pas travailler, la personne codépendante peut appeler l'employeur pour dire qu'il est malade. Le plus souvent, cette aide part d'une bonne intention. Toutefois, ce comportement soutient involontairement l'addiction. Le partenaire n'a pas à faire face aux conséquences de ses actes, ce qui diminue sa motivation à changer. Il ou elle peut alors refuser un traitement spécialisé. Sans aide, l'addiction peut empirer. Cependant, l'addiction de l'autre n'est pas la faute du soignant. Si la codépendance n'est pas la cause directe du refus de traitement, elle peut y contribuer. Sauf en cas de mise en danger, personne ne peut forcer quelqu'un à se faire soigner. Le soignant peut également souffrir dans cette dynamique. Les personnes codépendantes négligent souvent leurs propres besoins au profit de leur partenaire. Leurs tendances codépendantes peuvent s'aggraver avec le temps et il est peu probable qu'elles cherchent de l'aide pour leurs propres problèmes de santé mentale. Abus et codépendance. Vivre dans un foyer ou une relation abusive peut aussi conduire à la codépendance. Les victimes d'abus émotionnels peuvent se sentir inférieures ou insignifiantes. La codépendance devient alors un moyen d'atténuer ces émotions douloureuses. Par exemple, quelqu'un peut s'occuper d'un toxicomane pour se sentir utile.
Une autre personne peut chercher à être aimée en comblant les besoins des autres, même à ses propres dépens. Sauver les autres peut donner un sentiment de pouvoir ou d'importance. Une personne codépendante peut se sentir responsable de l'abuseur. Elle peut tenter de le guérir par des soins attentionnés, pensant qu'il souffre d'un trouble psychique non traité. Mais l'amour, à lui seul, ne soigne pas les troubles mentaux. Une prise en charge professionnelle est nécessaire pour enclencher une véritable guérison. Certains membres de familles codépendantes pensent protéger leurs proches en gardant leurs problèmes secrets. Pourtant, fermer les yeux sur un abus peut nuire à tous les autres membres de la famille. Ne pas signaler une maltraitance d'enfant peut exposer la personne à des conséquences juridiques pour complicité après les faits, accessory after the fact en anglais. Codépendance et parentalité. Les parents codépendants peuvent chercher à vivre à travers leurs enfants. Certains tenteront de les protéger de toutes les difficultés. D'autres chercheront à les façonner pour qu'ils répondent à leurs propres attentes de réussite. Les enfants élevés dans ce contexte risquent de devenir eux-mêmes codépendants. Ils développent leur autonomie en explorant le monde et en prenant des décisions. Si les parents contrôlent tous les choix, les enfants peuvent apprendre à ignorer leurs propres désirs. Ils développent aussi la tendance à mettre les besoins des autres avant les leurs. Ces conséquences peuvent durer des années. Un enfant codépendant peut manquer de confiance en lui et avoir du mal à prendre des décisions une fois adulte. Il peut rechercher des relations où l'autre prend toute la place. Sans intervention, le cycle de la codépendance peut se répéter d'une génération à l'autre. Codépendance et aidant. Chaque jour, des aidants prennent soin d'un proche atteint d'une maladie chronique ou d'un handicap. Ils assurent parfois le transport, l'hygiène ou d'autres formes d'aide quotidienne. Être aidant est déjà une tâche difficile, mais la codépendance peut encore compliquer la situation. Il est important de s'interroger sur son comportement lorsqu'on est aidant. Où se situe la limite entre codépendance et accompagnement normal ? Chaque situation est unique, mais si vous présentez l'un des signes suivants, soyez vigilant. Chumshandi Kreer. Imposer ses décisions à un membre de la famille. Il est parfois nécessaire d'insister sur un point pour des raisons de sécurité ou de santé. Mais décider de tout à la place de l'autre n'est pas justifié. Inutile, par exemple, de forcer un proche à adopter un nouveau style vestimentaire. Faire du proche le centre de toute sa vie, fournir des soins prend du temps et de l'énergie. Mais il est crucial de prendre des pauses, de garder un travail et une vie sociale en dehors de cette relation. Sinon, on risque de ressentir de la frustration, voire du ressentiment. Rendre le proche totalement dépendant. Il est agréable de se sentir indispensable. Mais s'il devient problématique pour vous d'imaginer que d'autres aidants interviennent ou si vous découragez toute autonomie chez l'autre, cela peut révéler un schéma codépendant. La codépendance peut mettre à rude épreuve votre relation avec un proche. Travailler sur ces tendances est essentiel pour préserver cette relation. En pratiquant la communication et en posant des limites, un environnement tendu peut devenir plus sain. Troubles mentaux associés à la codépendance. La codépendance peut nuire au bien-être d'une personne, même si elle ne constitue pas un diagnostic officiel. Les personnes codépendantes présentent plus fréquemment une faible estime de soi et un sentiment de honte intense. Selon les recherches, la codépendance est liée aux troubles suivants: l'anxiété, le trouble de la personnalité borderline, le trouble de la personnalité dépendante, les troubles du comportement alimentaire et la dépression. L'addiction aux substances constitue également un facteur de risque de codépendance. La dépendance peut apparaître comme un mécanisme d'adaptation face à des émotions douloureuses. Certaines personnes peuvent recourir à la consommation de drogue pour renforcer leur lien avec un partenaire lui-même dépendant. Une personne codépendante peut aussi subir la pression d'un conjoint pour consommer de la drogue ou de l'alcool. Si vous pensez présenter des comportements codépendants, il peut être utile de consulter un thérapeute.
Un professionnel de santé mentale pourra évaluer votre situation et identifier les éventuels troubles mentaux associés. Grâce à la thérapie, vous pourrez explorer les causes de votre comportement et apprendre à équilibrer vos besoins avec ceux des autres. L'attirance du narcissique pour la personne codépendante. Il peut être difficile pour une personne codépendante de conserver son indépendance dans une relation. Cela devient encore plus compliqué lorsque cette personne fréquente un narcissique. Malheureusement, la personne codépendante offre sans le vouloir un terrain particulièrement favorable au narcissique, qui y voit une nouvelle occasion de domination. Si vous souhaitez sortir d'une relation abusive ou éviter d'en commencer une, il est essentiel de comprendre ce que le narcissique trouve si attirant chez une personne codépendante. Une personne codépendante considère son partenaire comme le centre de son univers. Les personnes codépendantes sont prêtes à s'oublier pour prendre soin des autres. Elles placent leur partenaire sur un piédestal, le couvrant d'amour et d'admiration. Ce don de soi absolu pour la relation est l'une des caractéristiques principales de la codépendance. Le narcissique, quant à lui, est centré uniquement sur lui-même. Il exige une admiration constante, notamment de la part de son ou sa partenaire. La personnalité codépendante se pliera volontiers à ce besoin en confortant le narcissique dans son sentiment de supériorité. La gentillesse et la générosité du codépendant attirent le narcissique. L'adoration continue que le codépendant lui accorde lui sert de carburant. En résumé, la personne codépendante donne tandis que le narcissique prend. Ces dynamiques alimentent la codépendance et créent une interdépendance malsaine renforçant les comportements de chacun. Le narcissique vise la personne codépendante car ils veulent tous deux être sauvés. Même si la personne codépendante ne cherche pas forcément un chevalier servant, elle désire un partenaire qui saura lui offrir l'amour et l'attention dont elle rêve, mais qu'elle se sent trop peu sûre d'elle pour réclamer. Elle aspire à l'affection, tout en se sentant indigne d'en recevoir. Toute personne manifestant de l'intérêt est donc perçue comme un héros. Lors de la phase de lune de miel d'une relation, le narcissique a tendance à submerger sa cible de flatteries et de gestes tendres. Il perçoit souvent chez la personne codépendante une solitude et une faible estime d'elle-même. Le narcissique trouve alors plus facile de séduire cette personne puisqu'elle investit beaucoup d'énergie à plaire. Pour séduire, le narcissique utilise abondamment la flatterie, exactement ce que recherche une personne codépendante. Malheureusement, cette attention disparaît dès que le narcissique a pris le contrôle. Le narcissique cherche à convaincre le codépendant qu'il a fauté ou n'est pas à la hauteur. Le codépendant, en assumant cette responsabilité, épargne au narcissique des efforts supplémentaires. Ce dernier peut alors se détendre et profiter de la situation, tandis que le codépendant redouble d'efforts pour obtenir à nouveau son approbation. Dans ce contexte, le codépendant peut percevoir le narcissique comme un sauveur émotionnel ou psychologique. Le narcissique renforce cette perception en rappelant tout ce qu'il aurait fait pour le codépendant. Celui-ci devrait donc, selon lui, faire preuve de reconnaissance et de gratitude. L'absence de limite fait partie intégrante de la codépendance. Dans une relation, la personne codépendante cherche tellement à satisfaire son partenaire qu'elle finit par abandonner les limites qu'elle pourrait avoir avec les autres. Elle peut se laisser convaincre par le narcissique de faire des choses contraires à ses convictions ou à ses préférences personnelles. Le plus souvent, elle se laissera dominer sans broncher. Même si elle peut défendre les autres, elle a du mal à se défendre elle-même et risque de tolérer les abus du narcissique. Peu importe la gravité des circonstances, l'essentiel pour une personne codépendante est de ne pas décevoir son partenaire et de préserver la relation. À l'inverse, les narcissiques peuvent avoir leurs propres limites, mais ils franchissent souvent celles des autres. Tout tourne autour de l'obtention immédiate de ce qu'ils désirent. Le narcissique n'a même plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour exercer son emprise. La personne codépendante est tellement anxieuse de plaire qu'elle ignore ses propres limites. Une personne codépendante assume la responsabilité des actes de son partenaire. Même si elle n'aurait jamais agi ainsi elle-même, la personne codépendante est prête à endosser la responsabilité des actions de son conjoint pour éviter une dispute ou une explosion de colère, dans le but de préserver l'harmonie dans la relation.
Pour le codépendant, il est bien plus facile d'assumer la faute que de risquer une confrontation ou d'aborder le problème avec son partenaire. Le narcissique, quant à lui, ne reconnaît jamais ses erreurs. Il réclame tous les mérites quand il se passe quelque chose de positif, mais lorsqu'il s'agit de choses négatives, il se dédouane complètement. Ce comportement est une des raisons pour lesquelles le narcissique revient toujours vers le codépendant. Ce dernier satisfait son besoin d'échapper à toute responsabilité. Une personne codépendante est prête à céder le contrôle pour satisfaire son partenaire. La personne codépendante est tellement investie dans sa relation qu'elle est prête à s'effacer totalement et à laisser son partenaire prendre toutes les décisions si cela permet d'éviter un conflit ou de maintenir la satisfaction de l'autre, peu importe que le codépendant approuve ou non les choix de son partenaire. Il ou elle préférera accepter des décisions médiocres plutôt que de risquer la fin de la relation ou de se retrouver seul. Le narcissique, comme on peut s'en douter, est obsédé par le contrôle. Il veut tout diriger et régenter chaque aspect de la vie de son partenaire. Ce type de personnalité est attiré par l'idée d'avoir le contrôle sans avoir à faire beaucoup d'efforts. La personne codépendante est incapable de mettre fin à la relation. Le partenaire codépendant concentre toute son attention sur la relation dans l'espoir de retrouver la dévotion initiale que le narcissique lui avait témoignée. Mais une fois qu'il a conquis sa cible, le narcissique est souvent prêt à passer à la suivante. Il peut mettre fin à la relation ou laisser le codépendant dans l'incertitude, lui permettant ainsi de revenir à tout moment. Le narcissique utilise une stratégie appelée hoovering, comme un aspirateur, pour éviter que son ou sa partenaire ne se désintéresse du jeu ou ne parte définitivement. Il trouvera une excuse à son absence et s'attendra ensuite à ce que les choses reprennent comme avant. Bien sûr, il ne souhaite pas forcément rester durablement. Il veut juste s'assurer que l'autre est prêt à l'accueillir et à le soutenir dès que nécessaire. Lorsque le narcissique est en couple avec une personne codépendante, tout devient plus simple pour lui. Le codépendant accepte joyeusement tout ce que le narcissique affirme, dans le seul but de préserver la relation. Même si le narcissique lui jette de temps à autre quelques miettes d'attention pour le garder accroché, il ne lui offrira jamais l'attention totale qu'il lui avait donnée au début. De manière générale, les personnes codépendantes perçoivent à la fin d'une relation comme un échec inacceptable. Étant donné que leur relation devient le centre de leur existence, elles se sentent sans valeur en dehors de celle-ci. Elles peuvent avoir le sentiment d'être incapables de rester seules. En conséquence, une personne codépendante en couple avec un narcissique se sentira aussi indigne que dépendante. Malheureusement, tant que cette personne ne dépasse pas ses besoins codépendants, elle restera soumise aux caprices du narcissique, en essayant inlassablement de sauver ou de réparer la relation. Rétablissement après la codépendance. Les personnes codépendantes ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Cela peut engendrer du ressentiment, un sentiment de vide et les conduire à entretenir des relations malsaines. La thérapie permet d'apprendre des compétences sociales plus équilibrées. Puisque les comportements codépendants s'acquièrent souvent dès l'enfance et sont renforcés au fil des années, il peut être difficile de s'en libérer seul. Pourtant, en travaillant sur ces schémas, on peut améliorer ses relations, réduire l'anxiété et la dépression et renforcer l'estime de soi. Thérapie pour la codépendance. Un thérapeute peut aider à reconnaître les traits codépendants. Grâce à la thérapie, une personne peut apprendre à identifier et à accepter les émotions qu'elle a pu refouler. Le thérapeute peut également l'aider à comprendre comment et pourquoi ses comportements se sont enracinés dans ses relations passées. Les codépendants présentent souvent une faible estime d'eux-mêmes et une tendance au perfectionnisme. L'apprentissage de l'autocompassion est une composante essentielle de la guérison. En thérapie, on apprend à être patient avec soi-même et à se pardonner. Le besoin de surcompenser peut diminuer avec le temps. Le thérapeute peut aussi aider à renforcer les relations interpersonnelles. Il ou elle peut enseigner à aider les autres sans pour autant cautionner des comportements inappropriés. L'affirmation de soi peut également être pratiquée en consultation. Participer à des groupes de parole ou de soutien peut aussi être bénéfique pour les personnes codépendantes. Apprendre à dire non.
Dire non est souvent l'un des plus grands défis pour une personne codépendante. Habituée à mettre les autres en priorité, elle ne perçoit parfois même plus ses propres besoins. Elle peut redouter qu'un refus s'entraîne la fin de la relation. Pourtant, fixer des limites claires peut renforcer la relation. Exprimer simplement ce que l'on veut ou ne veut pas limite les malentendus. Un non permet aussi de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Avec le temps, cela peut redonner de l'énergie et accroître le bien-être. Ces ajustements peuvent aussi renforcer le lien avec l'autre. Les limites varient selon les besoins. Un jeune couple peut décider de limiter le nombre de messages échangés par jour. Deux personnes qui se marient peuvent discuter du partage des finances. Des limites simples, bien communiquées, peuvent renforcer la confiance et la sécurité mutuelle. Quelques conseils pour dire non à un proche. Aucune ambiguïté. Il est souvent plus efficace de dire non clairement que de le sous-entendre. Dedijinosha. Soyez prêts à vous répéter. Si la personne est habituée à ce que vous cédiez, il faudra peut-être lui rappeler plusieurs fois votre position. Ne cherchez pas d'excuses. Invoquer de fausses obligations se retourne souvent contre vous. Transférez la demande si possible. Si vous ne pouvez pas garder votre neveu, mais que votre tante se sent seule, elle pourrait être ravie de passer du temps avec des enfants. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde, certaines personnes n'aiment pas le compromis. Pourtant, un refus peut être efficace même si l'autre ne l'approuve pas. Sauver versus soutenir. Soutenir ses proches ne signifie pas qu'il faut les sauver. Le soutien consiste à écouter et encourager. Sauver, c'est résoudre les problèmes à leur place, avant qu'ils n'aient pu s'en occuper eux-mêmes. Faire des erreurs permet d'apprendre. Si vous intervenez systématiquement, l'autre perd l'occasion de développer des compétences et de gagner en confiance. Ces aptitudes lui seront utiles pour faire face à d'autres situations similaires dans l'avenir. Certaines situations ne peuvent être réparées. Être le partenaire idéal ne changera pas le comportement abusif de quelqu'un. Cela ne mettra pas fin non plus à une addiction. La plupart des personnes doivent recevoir une aide spécialisée pour arrêter de maltraiter les autres. Les personnes dépendantes de l'alcool ou des drogues peuvent avoir besoin d'une cure de désintoxication. Prendre soin de soi en tant que personne codépendante. Fournir des soins peut être épuisant sur les plans physiques, mental et émotionnel. Comme les codépendants donnent énormément, il est essentiel qu'ils prévoient du temps pour eux-mêmes. Les soins personnels prennent plusieurs formes. Faire de l'exercice ou adopter une alimentation saine nourrit le corps. Pratiquer une activité ou sortir avec des amis améliore l'humeur. Toute activité qui procure du bien-être peut être considérée comme un soin de soi. Comme tout système, le corps et l'esprit peuvent s'épuiser sans entretien. Le surmenage émotionnel, burn-out, ou la fatigue compassionnelle peuvent apparaître si l'on ne prend pas soin de soi. Ces états rendent difficile le soin aux autres, y compris à ceux qu'on aime le plus. Il est possible de prendre soin de soi et des autres. S'accorder du temps n'exclut pas l'attention aux autres. Réservez-vous un espace rien que pour vous, vous le méritez. Exprimer ses besoins dans une relation. Comment exprimer vos désirs dans une relation ? Voici quelques conseils pour communiquer vos besoins de manière saine et épanouissante dans votre couple. Déterminez ce dont vous avez besoin. Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin dans une relation ? Identifier ses besoins et ses désirs peut sembler une première étape évidente. Pourtant, il arrive que certaines personnes se sentent mal sans en comprendre la cause. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître les besoins non satisfaits à l'origine de la frustration. Avant d'essayer de les communiquer, soyez clair sur ce que vous attendez. Cette étape doit être réalisée seule pour bien cerner ce qui vous a contrarié. Installez-vous calmement et réfléchissez à vos attentes. Si cela vous aide, notez-les. Demandez-vous quel besoin n'est pas comblé dans cette relation. Choisir le bon moment, le bon lieu et la bonne méthode pour en parler. Une fois vos besoins identifiés, déterminez le meilleur moment et endroit pour discuter avec votre partenaire. Il est important de trouver un cadre où vous pourrez parler sans être interrompu. Si vous abordez le sujet quand votre partenaire est épuisé ou occupé, il risque de ne pas être pleinement attentif.
et la discussion pourrait mal se passer. Vos besoins risquent de rester inentendus. Choisissez également un mode de communication approprié. Imaginons que vous ne puissiez pas vous voir en personne car l'un de vous est en déplacement. Demandez-vous alors à quel point cette conversation est-elle urgente. Si elle l'est, optez pour un appel ou une visioconférence. Sinon, attendez de vous retrouver en face à face. Choisir ensemble le bon moment et la bonne méthode améliore la qualité de l'échange. Utilisez les phrases en je. Maintenant que vous êtes prête à exprimer vos besoins, privilégiez les phrases commençant par je. Que sont ces phrases? Ce sont des affirmations centrées sur votre ressenti, indiscutables car elles vous concernent directement. Par exemple, j'ai besoin de plus d'attention dans cette relation, ou je me sens quand ce besoin n'est pas comblé. Parler ainsi de votre vécu évite de blâmer l'autre et vous permet de rester focalisé sur vous-même. Une fois vos émotions et vos besoins exprimés, proposez des pistes de solutions. Vous pouvez faire une demande à votre partenaire ou lui demander ses suggestions pour mieux répondre à vos attentes. Évitez les reproches, les exigences ou les accusations. Exprimer ses besoins peut être délicat, surtout si ceux-ci ne sont pas satisfaits. Pour maintenir une bonne communication, veillez à ce que vos propos ne prennent pas la forme de reproches, d'exigences ou de critiques. Si vous vous surprenez à accuser, exiger ou critiquer, arrêtez-vous immédiatement. Ce type de discours risque de mettre votre partenaire sur la défensive et de déclencher une dispute. Et cela peut rendre difficile, voire impossible, la satisfaction de vos besoins. Être honnête et précis sur ce que vous attendez. Le meilleur conseil pour exprimer vos besoins est d'être honnête et précis, tout en prenant en compte les sentiments et besoins de votre partenaire. Ne lui laissez pas deviner ce que vous attendez. Donnez-lui les clés pour comprendre la situation. Par exemple, ne dites pas que votre partenaire est incompatible physiquement si vous ressentez en réalité un manque d'attention émotionnelle. Il est essentiel de formuler vos besoins de façon constructive, d'éviter les jugements blessants et de rester ouvert au compromis. Ensemble, vous pouvez trouver des solutions qui répondent aux attentes de chacun. Mot de la fin. L'abus narcissique peut sembler subtil, mais il s'agit d'un comportement grave. Un narcissique peut démolir progressivement une personne et nuire profondément à son fonctionnement au quotidien. La première étape consiste à reconnaître si vous êtes dans une relation toxique. Posez des limites fermes, cherchez de l'aide professionnelle et quittez la relation quand vous vous sentez en sécurité. Un abus peut parfois être surmonté, mais cela prend du temps et vous ne pouvez pas y parvenir seul. Tout type d'abus peut nuire à la santé mentale et physique. Vous pouvez vous sentir négligé et incompris si vos proches doutent de vous ou vous conseillent simplement de tourner la page. Cela peut rendre difficile le fait de faire à nouveau confiance aux autres et provoquer un sentiment de solitude ou d'isolement. La thérapie peut vous aider à entamer un processus de guérison, que vous soyez en train de reconnaître les premiers signes de manipulation narcissique ou que vous cherchiez à comprendre une relation abusive déjà terminée. La thérapie offre un cadre sécurisé pour apprendre à poser des limites saines, découvrir des stratégies pour gérer les troubles émotionnels et explorer les moyens de retrouver votre identité. Un thérapeute spécialisé dans la récupération post-abus peut vous accompagner dans les premières étapes, valider votre vécu et vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.